Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. C'est l'été 1767. 3 ans que la peur ronge les campagnes du Gévaudan. 3 longues années de morts violentes, de veillées inquiètes, de battues infructueuses. Et soudain, une balle. Une bête qui s'effondre et un nouveau nom qui défraye la chronique, celui de Jean Chastel. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de la bête du Gévaudan. Cela fait maintenant près de 2 ans que François-Antoine de Beauterne a tué un grand loup et que la cour de Louis XV s'est réjouie un peu vite. 2 ans. Dans cette affaire, tout traîne en longueur. Malgré les fanfares de Versailles et les gravures officielles, les meurtres ont continué. Moins nombreux, plus espacés, mais toujours aussi violents. À l'automne 1765, par exemple, une jeune fille de 19 ans est attaquée et tuée près de Paulac. En mars 1766, un garçon de 12 ans est retrouvé déchiqueté à Grèzes. Les mois suivants, plusieurs femmes sont attaquées dans les environs de Saugues et de Saint-Alban. À chaque fois, les blessures sont similaires. Morsures profondes, crâne parfois en partie ou complètement arraché, cadavres retrouvés à moitié dévorés. En avril 1767, encore 2 enfants disparaissent dans la région de l'Orsière. Le peuple du Gévaudan, lui, sait bien que la bête, la vraie, n'est pas morte du tout. Alors, 2 ans après de Beauterne et son faux trophée, à l'été 1767, les rumeurs reprennent de plus belle. Une nouvelle créature rôde dans les forêts, c'est sûr. Soit c'est la même, soit c'en est une autre. Ce serait une bête que certains décrivent plus grosse, plus rusée, plus insaisissable encore. Et les archives confirment que ces craintes n'étaient pas infondées. Le Mémoire historique sur la bête féroce de l'abbé Pourchet, compilé à la fin du XIXe siècle à partir de témoignages et de sources d'époque, recense encore plus d'une trentaine de meurtres attribués à la bête bien après 1765. Et dans son livre « La bête du Gévaudan et autres histoires vraies », Jean-Claude Bourret cite également les rapports de l'intendant du Languedoc qui continuaient d'arriver à Paris, prouvant que le fléau était toujours actif dans les campagnes. Autant dire que la version officielle ne convainc plus grand monde sur place. Et comme par magie, c'est à ce moment-là que réapparaît un nom déjà connu dans la région, Jean Chastel. Jean Chastel, c'est un paysan du village de la Bessères-Saint-Marie, dans la région de Saugues, au cœur du Gévaudan. Il est né vers 1708 et appartient à une famille modeste mais bien connue localement. On dit de lui qu'il est taiseux, pieux, un peu bourru aussi, mais toujours droit dans ses bottes. Il a longtemps été marguillier de sa paroisse, une sorte de laïc chargé d'aider à la gestion des affaires religieuses, de la bonne tenue de l'église, etc. C'est directement la preuve de sa réputation sérieuse dans la communauté. Très croyant, il passe pour un homme assez rigide, aux convictions profondes. Il a également plusieurs enfants, dont Antoine, dont l'histoire trouble refera surface, on verra ça plus tard. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'à l'époque, tous les fils s'appellent Antoine. Jean Chastel n'est pas un inconnu dans l'histoire de la chasse à la bête. Je ne l'ai peut-être pas mentionné dans les épisodes précédents, mais il a participé aux battues dès 1765, armé comme beaucoup de paysans de la région, mais ses efforts n'avaient jusque-là mené à rien. Jusqu'à ce jour de juin 1767, où tout bascule. Nous sommes le 19 juin, plus précisément, lors d'une chasse organisée dans les bois de la Thénazère, une zone forestière située à quelques kilomètres au nord de Saugues, dans ce qui est actuellement la Haute-Loire.
C'est lui qui, selon les récits, dont certains divergent selon les sources et les témoins, on a l'habitude, abat la bête. D'un seul tir, en plein cœur. Fortiche le gars, hein. La scène devient rapidement légendaire, et je suis sûr que vous avez hâte de savoir comment ça se termine, alors laissez-moi vous raconter. Il est tôt ce matin-là, le 19 juin 1767. L'aube est là, dans les bois touffus de la Ténazère, la lumière peine à percer les feuillages. L'air est lourd, la végétation détrempée par les pluies de la veille. Chastel n'est pas seul. Une battue est organisée depuis l'aube, encadrée par quelques hommes du pays, habitués aux forêts du coin. Ils avancent lentement, en ligne, chacun scrutant les fourrés, les talus, les sentiers et les traces laissées par toutes les bêtes qui se cachent alors. Jean Chastel marche en silence, un peu en retrait du groupe. Il tient dans ses mains un vieux bréviaire, ce petit livre de prière liturgique que l'on récite chaque jour dans la tradition chrétienne. Il murmure à mi-voix, comme une prière lancinante, les doigts serrés autour du cuir usé, tout en mettant un pied devant l'autre. On dit qu'il a fondu ses balles dans une médaille de la Vierge, dans un acte de foi presque mystique. Aucun document d'époque ne l'atteste, mais cette anecdote correspond parfaitement à l'image que la mémoire collective a voulu construire autour de Chastel, celle d'un homme de foi en croisade contre le mal. Dans l'esprit de ce paysan profondément croyant, cette traque est plus qu'une chasse. C'est une mission, une forme de réparation dont il est l'obligé. Soudain, au détour d'un repli de terrain, elle est là, la bête. Elle est massive, imposante. Sa silhouette sombre surgit à une trentaine de pas, arrêtée net comme surprise de ne pas être seule. Et pourtant, elle ne bouge pas. Elle fixe Chastel droit dans les yeux. Un face-à-face s'installe donc et le silence est total. Autour de l'homme, plus un bruit ne semble prêt à venir perturber cette rencontre. Les autres chasseurs, plus loin, ne la voient pas encore. Chastel range son livre de prière, puis il lève lentement son fusil, ajuste son tir. Il ne tremble pas. Faut dire qu'il a l'habitude, c'est un chasseur invétéré et connu pour être un très bon tireur d'ailleurs. Il vise le cœur pour que ça s'arrête net et il tire. Le coup part, sec, comme une sentence. La détonation claque sous la voûte des feuillages. La bête vacille, titube, puis s'effondre dans un bruit sourd, soulevant un nuage de feuilles mortes et de terre humide. Plus un mouvement, plus un son. L'écho du tir se perd dans la forêt et alerte tout le monde. Quelques branches craquent au loin, les chasseurs accourent, haletants. Mais c'est trop tard pour elle, la bête est là, immobile. Cette fois, il n'y a plus de doute. C'était elle, Chastel en est sûr. Et c'est terminé. Plusieurs témoins confirment la scène, bien qu'aucun récit ne soit parfaitement identique et surtout aucun récit n'est contemporain. Donc tout ça, ce sont quand même globalement des racontards de rumeurs perpétrées de génération en génération. Certains diront que la bête s'est figée comme sous l'effet d'un charme, d'autres jureront avoir entendu Chastel réciter un psaume au moment du tir comme pour l'envoûter. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de cet instant, dans le bois de la Ténazère, tout change. Et la légende naît véritablement ici. Cette fois, pour ce qui est de la fin de la terreur et des meurtres perpétrés par la célèbre bête du Gévaudan, les faits semblent lui donner raison. Car après cette mort-là, il n'y aura plus aucune attaque. Zéro. Finito pipo les morts dans la forêt et les pâturages. On retrouve presque avec innocence ces bons vieux loups à échelle animale. Le silence revient dans les campagnes et la peur se retire peu à peu après des années à avoir transpiré par les pores de la peau de chaque paysan de la région. Et pour beaucoup, il n'y a plus de doute, la bête du Gévaudan est bien morte. Le corps est autopsié sur place, dans le château du seigneur local, vraisemblablement celui du marquis d'Apcher. L'autopsie, conduite dans des conditions sommaires mais soigneusement rapportée par plusieurs témoins de l'époque, révèle un spectacle macabre. Selon les sources, on y découvre dans l'estomac de l'animal des fragments indéniablement humains. Des ossements, des cheveux, voire un morceau de crâne. Si les témoignages varient sur la nature précise de ces restes, tous convergent vers une certitude glaçante,
Cette bête avait bien mangé de l'homme. Mais ce n'est pas tout. L'anatomie même de l'animal intrigue. Elle ne correspond pas aux descriptions de la bête royale tuée par de Beauterne en 1765. Celle-ci, exposée à la cour de Versailles à l'automne 1765, avait été décrite comme un grand loup, au pelage brun-gris, rappelez-vous, pesant environ 60 kilos, avec une tête large et des proportions, somme toute, classiques pour un loup de cette taille. Des gravures et estampes commandées à l'époque la montraient dressée, menaçante, mais pas monstrueuse non plus. Rien à voir avec la créature étrange que Jean Chastel vient d'abattre en 1767. Celle-ci est nettement plus massive. Certains observateurs notent un pelage plus foncé, presque noirâtre. Ses pattes avant sont anormalement courtes, comme atrophiées, et son crâne est large, très aplati, sa mâchoire pourvue de crocs exagérément longs. Même sa dentition semble ne correspondre à aucune espèce connue. Le marquis d'Apcher, qui rédige un rapport à destination des autorités royales, parle d'une créature, je cite, d'une laideur épouvantable et d'une force qui dépasse ce qu'on voit chez tous nos loups. Tous ces éléments contribuent à entretenir le doute, voire à nourrir un début de mythe autour d'un animal que certains croient hybride et d'autres carrément démoniaque, on commence à comprendre. Mais cette fois, pas d'exposition triomphale à Versailles. Contrairement à la mise en scène orchestrée autour de la bête de Beauterne en 1765, il n'y a cette fois ni cérémonie officielle, ni déplacement vers la cour, ni embaumement. D'une part, la chaleur de l'été a très vite détérioré le cadavre, rendant toute présentation impossible. C'est pas comme si on allait se déplacer avec sa robe à froufrou, un mouchoir sous le nez pour voir les mouches voler. D'autre part, les autorités, encore échaudées par le fiasco précédent et soucieuses d'éviter un nouveau tollé médiatique, ont préféré enterrer l'affaire dans tous les sens du terme. Comme c'est pratique. Le corps de la bête est enterré discrètement, probablement dans un terrain proche du château du marquis d'Apcher, sans aucune cérémonie publique ni trace officielle. L'État classe l'événement d'un simple trait de plume sur un registre. L'histoire officielle s'arrête là. Et vous vous en doutez, Jean Chastel devient un héros paysan, un symbole, celui qui, armé de sa foi et de son fusil, aurait terrassé le mal. Dans les semaines qui suivent, son nom circule dans toutes les bouches. On compose des complaintes à sa gloire, colportées de foire en foire. On imprime des estampes qui le représentent, fier et grave, fusil en main, debout sur le cadavre monstrueux de la bête. Dans certains récits, il est même comparé à Saint-Michel terrassant le dragon. Les autorités, elles, ne sont pas en reste. Son action est saluée publiquement, notamment par le comte de Morangiès, le chef militaire qui avait décoré les survivants des attaques. Sa reconnaissance à elle seule suffit à donner du poids au récit. Le nom de Chastel s'impose ainsi comme celui du sauveur du Gévaudan, un paysan modeste devenu une figure nationale. Un nouveau mythe en train de naître en somme. Mais très vite, les ombres reviennent. Vous savez comment c'est quand, durant des années, une histoire vous a taraudé jour et nuit, que vous avez eu peur comme tous vos voisins. Eh bien, c'est difficile de lâcher prise, d'accepter que c'est vraiment fini. Et puis le temps passe, ceux qui ont connu ce temps-là sont morts, et le récit de la bête du Gévaudan se diffuse, se transforme, et se perd un peu aussi, de génération en génération. Certains, notamment dans les archives ou les écrits ultérieurs, soulignent l'étrangeté de cette fin. Pourquoi la bête se serait-elle arrêtée d'un coup ? Pourquoi les attaques ont-elles cessé pile après cet événement ? C'était donc juste vraiment un gros loup ? Et surtout, qui était vraiment Chastel ? Pas le père, le fils. J'ai hâte qu'on revienne ensemble sur ce curieux personnage qui a fait beaucoup parler. Rien n'est prouvé, mais les zones d'ombre sont nombreuses. Et la fin abrupte de cette tragédie, aussi soudaine qu'inexplicable, laisse un goût étrange dans l'histoire. Comme si c'était une histoire bien ficelée, finalement. C'est la fin de ce 6e épisode de la saga de l'été. J'espère que jusqu'ici, elle vous plaît. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Si vous aimez cette saga et ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Merci à tous ceux qui nous rejoignent et qui font partie de cette aventure avec moi.
Comme toujours, je vous invite à partager le podcast autour de vous, à vous abonner et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. À très vite!